Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Ravi de vous retrouver pour votre série d'entretien du vendredi soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Moussa Camara, fondateur des Déterminés, pour faire un point sur la façon dont on peut booster l'entrepreneuriat en France, où qu'il soit. On sera ensuite en duplex avec Frédéric Grimaud, PDG du groupe Grimaud, spécialiste de la sélection génétique animale. Est-ce que la grippe aviaire a mis en péril l'excellence génétique française? Je lui poserai la question dans quelques instants. Et puis on terminera en partant à la découverte d'une hôtellerie d'un nouveau genre. Je ne vous en dis pas plus, c'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'accueille Moussa Camara, fondateur des Déterminés. Bonjour Moussa. Bonjour Aurélie. Alors, engagé pour l'égalité des chances, on le sait, votre association accompagne les futurs entrepreneurs issus des quartiers populaires, mais aussi des milieux ruraux. Et j'ai lu ce chiffre, depuis la création, votre association a accompagné 700 personnes, 450 entreprises créées. Donc 40% ont aujourd'hui entre 2 et 20 salariés. Je trouve que ce chiffre est quand même assez impressionnant. Quelle est la clé du succès? C'est quoi la méthode aujourd'hui qui permet d'arriver à des résultats comme ça? Déjà, aujourd'hui, cette année, on a fait 700 en 6 ans. Là, cette année, on va dépasser 500 entrepreneurs accompagnés en une année. Et les clés du succès de cet accompagnement, c'est le temps. Le temps à la personne, c'est l'engagement auprès des entrepreneurs et c'est aussi le suivi. Tout ça, c'est des ingrédients de la réussite, parce que les entrepreneurs qu'on accompagne, ils viennent de différents horizons, ils ont différents projets, ils sont dans des étapes d'avancement de leurs projets qui sont différents. Certains sont diplômés, d'autres pas diplômés. Donc on a dû repenser un modèle d'accompagnement qui fait en sorte qu'à l'arrivée, il faut qu'ils aient tous le même niveau de compréhension de ce qu'on leur fournit. Et pour nous, c'est hyper important. Moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis lancé seul. Je n'ai pas forcément fait de grandes études. Et si j'étais rentré dans une formation classique, on m'aurait perdu depuis très longtemps. Et pour moi, la considération des personnes qui rentrent dans notre programme, elle est primordiale pour viser la réussite. Votre programme se déploie pas mal en région. Vous allez donc accompagner au moins 500 personnes cette année. Et il y a quand même ce qui fait aussi la force du modèle des Déterminés, je trouve, c'est tout ce mentorat que vous avez mis en place avec des grandes figures. Vous arrivez encore à suivre, à faire venir des mentors quand on a autant de programmes? C'est là le succès, je pense, du projet. Parce qu'au-delà du programme des Déterminés, nous, ce qu'on veut apporter, c'est le rapprochement entre deux mondes, le monde économique et des entrepreneurs pleins d'énergie, de créativité et d'idées. Par contre, voilà, l'idée, c'est de créer un espace qui va permettre à des mentors, des entrepreneurs qui ont réussi, de venir échanger, de participer à des jurys, mentorer des entrepreneurs pour qu'il y ait des feeds. Tout ça, c'est des espaces de rencontre. Ça se fait naturellement parce que c'est le projet qui porte. Et au-delà d'un projet autour du développement économique, c'est un projet sociétal. C'est un projet qui va changer des hommes et des femmes. C'est un projet qui change des trajectoires et des destins et surtout qui concrétise des rêves. Et je pense que ça parle à tout le monde. Parce que tout entrepreneur, il est parti de zéro parfois, ou parfois il est parti d'une idée et finalement ça s'est concrétisé. Parce que derrière, il y a eu des mentors, il y a eu des relations, il y a eu des facilités d'accès. Et les Déterminés, c'est ce collectif-là qui crée en fait cet espace-là pour permettre de donner l'opportunité à tous. Il y a 500 personnes accompagnées cette année, mais le nombre de candidatures doit être 3-5 fois supérieur, j'imagine. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté chez cette population-là, en tout cas, d'entreprendre aujourd'hui. On dit que plus de 50% de jeunes aujourd'hui veulent entreprendre. Et seulement 10 à 15% passent à l'étape. Mais nous, il y a énormément de candidatures, mais on a fait le pari qu'on ne pouvait pas forcément accompagner tout le monde. Si on accompagnait tout le monde, ça n'aurait pas été aussi qualitatif. En termes de chiffres, on n'aurait pas pu. Et déjà, rien que là, le nombre de personnes qu'on accompagne et la croissance qu'on a nécessite d'avoir beaucoup plus de moyens humains, de suivi, d'accompagnement, de repenser notre modèle. Parce que c'est hyper important d'être dans la précision et dans l'approche, dans la proximité auprès des entrepreneurs qu'on accompagne. Sinon, il n'y a pas de réussite. Moi, je le vois. Si tu ne passes pas du temps avec les entrepreneurs, à leur faire comprendre, à attendre, à être patient, à faire en sorte qu'ils comprennent les choses qu'on leur apporte et qu'ils choisissent les bonnes décisions. On n'est pas dans le paternalisme ou on n'est pas dans l'assistanat. Là, on est vraiment dans un truc où ils vont avoir cette capacité à prendre les décisions, mais derrière, tu as besoin de les accompagner, de les structurer. Donc oui, à un moment donné, c'est le choix. On a reçu, rien que l'année dernière,
plus de 1200 candidatures. Ouais. On a accompagné combien de personnes? Près de 200 personnes. Donc, en fait, entre le nombre de candidatures qu'on reçoit et les personnes qu'on accompagne, on fait des choix. C'est pour ça qu'on essaie d'être optimal, parce que les personnes qui vont s'engager avec nous, on va être en mesure de pouvoir les suivre, les accompagner, leur donner vraiment les outils pour réussir. Si on prenait plus, on serait débordé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à réfléchir sur notre capacité à s'étendre. On accompagne, on lance beaucoup plus de programmes. Ça fait que rien que cette année, on va dépasser les 500 personnes accompagnées, parce qu'il y a plusieurs programmes qu'on lance. Mais c'est vrai que par programme, on est sur une moyenne de 15 à 20, maximum 30 entrepreneurs. Voilà, et c'est ça qui fait en sorte que, parce que les 30 entrepreneurs, on va être en capacité de mettre toute une équipe pour les suivre. Mais cette relation de proximité, en effet, elle est importante. Mais comment est-ce qu'on la crée? Est-ce que vous envisagez d'ouvrir des bureaux en région pour être au plus près du tissu entrepreneurial local? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaye de créer des task force sur chaque territoire sur lequel on va. On sait que nous, on a besoin que nos entrepreneurs, les entrepreneurs déterminés, les bénéficiaires de nos programmes soient pris en charge et font partie de l'écosystème. Donc, on ramène les entreprises à côté de nous, avec lesquels on travaille avec des réseaux d'entreprises, on travaille avec des acteurs associatifs, on travaille aussi parfois avec des régions, des municipalités, etc., pour que quand on lance un programme, après le programme déterminé, que les entrepreneurs puissent faire partie intégrante de l'écosystème local. Et ça, c'est un travail de terrain, de proximité. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui fait la clé du succès. Après, moi, ce que je constate, c'est que dans chaque programme, même en région, il y a un sentiment d'appartenance au collectif des déterminés, à l'écosystème. Parce qu'il y a eu du temps à la personne qu'on a passé avec eux, et surtout, on connaît tout le monde. C'est-à-dire, chaque personne qui rentre dans notre programme, on sait qui il est, on sait dans quoi il développe et dans quel projet, parce qu'il y a un suivi. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, c'est vrai que sur chaque territoire, c'est différent. Parce que tu as des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Parfois, tu as des problématiques de mobilité, où c'est très compliqué aux gens de se déplacer. Donc, donc ça, tu dois prendre en considération. Parfois, c'est un écosystème qui n'est pas forcément riche dans certaines villes et dans certaines régions. Donc, il faut redynamiser tout ça. Après, il faut créer des passerelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce réseau, il est national. C'est-à-dire, nous, un entrepreneur qui rentre, s'il est déterminé dans le sud de la France, il va être connecté avec des entrepreneurs dans le Nord ou en Île-de-France, etc. Et tout ça, c'est une grande richesse et ça apporte beaucoup. Et cette communauté peut peut interagir entre elles. Bien sûr. On a des outils, des outils dans lesquels ils sont tous en contact. On a des secteurs d'activité répertoriés en fonction des entrepreneurs qu'on accompagne. Et en fait, derrière, on crée des interpromos, on crée des programmes en destination de secteurs d'activité. Et ça crée beaucoup d'échanges. Parfois, ils ne se sont jamais vus. Et finalement, ils se voient grâce à ce réseau-là. Et je pense que c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de candidatures. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, en tout cas s'ils ne passent pas par ce programme-là, franchir le cap de l'entrepreneuriat. Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui ? Les freins, elles sont multiples, parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas forcément accès, vous n'avez pas l'information qu'il y a des réseaux qui accompagnent à la création d'entreprises, finalement, vous êtes perdu. Et en plus, parfois, il y a tellement d'informations qu'on ne s'y retrouve pas. Et là, ça peut être aussi un frein pour pouvoir se lancer. Et aussi, il y a un frein qui est financier. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se lancent ont l'idée, mais pas le financement. Mais derrière, les solutions de financement sont très compliquées à avoir. Certains ne vont pas aller à la banque, certains ne connaissent pas les dispositifs qui existent. Comme l'ADI, les réseaux d'accompagnement classiques, BPI France, etc. Et du coup, nous, on a un rôle aussi d'informer pour travailler en complémentarité avec toute la chaîne de valeur de la création d'entreprise. Et c'est un peu là le rôle des déterminés. Le rôle des déterminés, c'est d'aller au plus près des publics, grâce à la proximité, grâce à notre manière d'aller sourcer les publics et notre capacité de mobiliser les publics qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La deuxième phase, c'est de l'accompagnement pour faire en sorte qu'ils sortent avec tous les outils, la confiance, le projet structuré. Et derrière, c'est de les mettre en relation. Mais encore une fois, c'est encore trop compliqué. Nous, on le fait à petite échelle. Mais il faudrait aller plus loin. Il faudrait démocratiser tout ça. Comme on parle de démocratiser l'entrepreneuriat, pour ceux qui ont envie d'entreprendre, il faut qu'on démocratise les ressources, l'accès au financement pour tous ces entrepreneurs. Et aujourd'hui, il y a une grande difficulté de rentrer dans ces réseaux-là. Si vous n'êtes pas accompagné, vous êtes seul. Et nous, on ne pourra jamais aller tout le monde, même avec la plus grande partout, et accompagner tout le monde, même avec la plus grande volonté qu'on a.
à un moment donné, on est freiné parce qu'on est limité. Donc, comment on arrive à mettre en place des moyens pour permettre à n'importe quel individu qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui soit dans un village reculé de France ou qui soit dans un quartier populaire éloigné de toute information et de tout dispositif, puisse se dire, moi j'ai un projet, je peux entreprendre, voilà les dispositifs dans lesquels je peux y aller pour me faire accompagner ou avoir accès à du financement. Ça aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui manque. C'est un grand chantier de simplification. Alors on vous voit beaucoup partout, notamment avec les pouvoirs publics. On vous a vu aux côtés d'Emmanuel Macron, la première ministre Elisabeth Borne, lorsqu'elle a fait son premier déplacement, elle était entourée d'entrepreneurs déterminés. Quelles sont vos relations avec le gouvernement? Est-ce qu'il vous entend sur ces questions? Je pense que nous, on a des relations de travail qui sont celles qui doivent être en tant que structure comme nous qui portent un sujet important qui concerne une bonne partie de la population, mais à un moment donné, on se doit aussi de rappeler les choses que ils ont peut-être le pouvoir de pouvoir agir, nous on a la méthode. Donc comment aujourd'hui, avec nos solutions, nos moyens et notre expertise, on arrive à alimenter le gouvernement sur ces mesures qu'il faut prendre, etc. Donc c'est des discussions qu'on a, c'est aussi c'est de montrer qu'il y a une réalité, comment on peut décloisonner les choses et accélérer. Et je pense que nous, les déterminés seuls, on ne pourrait pas réussir. Mais par contre, les déterminés aux côtés de la force publique, aux côtés des entreprises, là, on peut amorcer un vrai changement. Moi, je pense que c'est quand toutes les parties prenantes sont autour de la table qu'on arrive à trouver les meilleures solutions. On n'a pas, nous, les moyens, on a peut-être les idées, on a peut-être les solutions pour pouvoir sortir, mais on n'a pas peut-être les moyens. L'État, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas l'expertise pour pouvoir intervenir. Les entreprises ont cette volonté, mais derrière, il leur manque l'accès pour pouvoir avoir accès à tous ces entrepreneurs. Et nous, on veut être ce catalyseur pour pouvoir amorcer avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial, pour pouvoir amorcer ce changement-là. Et c'est ce que nous, on dit au pouvoir public, c'est ce qu'on a rappelé au président de la République quand il est venu rencontrer les déterminés ou à la première ministre, c'est toujours de dire, il faut faire plus, il faut mettre les moyens, et voilà comment on peut le faire ensemble, tout simplement. Et ils sont réceptifs? Ils sont réceptifs, mais après, nous, on est des gens très concrets, c'est-à-dire, nous, on est sur le terrain H24, on travaille et on voit ce qui se passe au quotidien. Donc, l'objectif, c'est pas d'attendre, c'est de proposer, c'est d'embarquer les gens avec nous. Donc, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, ils seront embarqués dans cette dynamique parce que c'est un vrai besoin partout. L'entrepreneuriat, c'est un ascenseur social aujourd'hui? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un puissant levier d'inclusion. C'est-à-dire, aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, qu'on soit diplômé, pas diplômé, si on a une bonne idée, on met beaucoup de détermination, on crée des opportunités, ça peut changer des vies. Ça permet de créer son propre emploi, ça va créer d'autres emplois, donc ça crée une dynamique assez positive, ça crée de la croissance sur des territoires qui parfois sont fragilisés. Moi, je crois en l'entrepreneuriat parce que dans mon parcours personnel, dans ce que j'ai vu dans mon environnement, ça a amorcé beaucoup de changements. Et aujourd'hui, quand vous permettez à des gens d'avoir une indépendance financière, une autonomie économique, ça crée beaucoup de choses parce que ça leur sort de leur précarité, ça leur permet de voyager, ça leur permet d'acheter, ça leur permet de mieux éduquer leurs enfants. Et finalement, c'est un cercle vertueux qui se crée derrière. Et c'est ça que nous, on veut montrer derrière l'entrepreneuriat. Malheureusement, il n'y a pas assez de modèles qui sortent un peu des sentiers. Et c'est ça qu'il faut booster, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre dans la lumière. Parce que, croyez-moi, moi, en plus de 7 ans d'engagement avec les déterminés, j'ai vu des magnifiques aventures, des gens qui sont partis de zéro, qui aujourd'hui recrutent une centaine de personnes, développent des parcours mais de réussite excellents. Et malheureusement, moi, quand j'étais plus jeune, il m'a manqué ces modèles. Et comme il en manque partout, je vais dans les lycées, dans les collèges, pour dire que finalement, il n'y a pas que le sport comme levier de réussite, il n'y a pas que l'artistique ou le cinéma, mais il y a aussi l'économie. Je veux voir des grands économes, je veux voir des gens, des grands économistes, je veux voir des grands entrepreneurs qui vont réussir et qui vont créer des emplois partout, qui vont réinventer un modèle de société, parce que c'est ça qu'on parle. Et du coup, c'est ça qu'il faut beaucoup plus mettre en avant et mettre en lumière. Donc c'est un peu aussi le travail qu'on fait avec les déterminés, c'est de rendre visible tout ça. Il y a un exemple que vous pourriez nous donner d'entreprise comme ça qui vous a bluffé, que vous avez accompagné? Moi, je peux en donner beaucoup des exemples parce qu'il y en a partout, dans plein de territoires. Il y a des non, mais c'est difficile, c'est toujours difficile d'en choisir un, mais j'en voudrais bien un. Je peux parler de Cake Master, qui deux jeunes filles
qui sont sœurs, qui sont arrivées chez les déterminés après le confinement. Ils sont arrivés avec un projet parce que voilà, tout le monde s'est vu à faire des petits plats pendant le confinement, on avait le temps. Elles ont réinventé une méthode où elles font des kits sur mesure pour faire n'importe quel plat avec des modules, des vidéos, des tutos, et avec cette box-là, tous les ingrédients qu'il vous faut pour préparer n'importe quel dessert, un napolitain, une bûche de Noël, je sais pas, tous les desserts possibles et inimaginables, où elles font des kits. Et en ce moment-là, elles sont dans une grosse campagne de crowdfunding, et elles ont atteint l'objectif en même pas 24 heures parce que leur projet plaît. Elles sont maintenant incubées à Station F, leur projet cartonne, et ça c'est un projet qui me plaît parce que c'est un projet déjà qui est une bonne idée. Elles ont pitché devant un grand groupe de grande distribution pour pouvoir exposer leur création. Elles ont fait une collaboration avec Thierry Marx. Donc c'est des projets comme ça qui sont partis de rien sur une idée, et finalement elles se concrétisent, elles arrivent à faire des trucs, et j'en suis sûr dans quelques temps elles vont exploser. Je peux parler aussi de Jasmine qui a créé sa boîte de livraison dernier kilomètre avec une spécialité qui 50% de chauffeurs livreurs qui sont des femmes, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces métiers. Elle a commencé en 1 an et demi, elle a réussi à signer des gros contrats. Elle a recruté une centaine de personnes. Là, cette année, elle recrute 70 personnes. Et c'est une femme qui est à la tête d'une entreprise de transport éco-responsable avec du dernier kilomètre, avec des véhicules propres. Et tout ça, c'est des succès qui on les a vus commencer. Et finalement, aujourd'hui, ils se développent et ils volent de leurs propres ailes. Et des histoires comme ça, je pourrais en raconter partout dans toutes les régions. Et c'est ça qui est beau, parce que je le vois en direct. C'est-à-dire, il y a le potentiel, il y a l'énergie. Ils avaient juste besoin d'un accompagnement, d'être dans un écosystème bienveillant, et finalement ça marche. Ça veut dire, si on arrive à le faire à grande échelle, quels sont les projets qu'on va sortir? Je le dis souvent en titillant que finalement peut-être que la prochaine licorne viendra d'un quartier populaire, d'un milieu rural, etc. Parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je pense que c'est possible, et même si c'est pas l'objectif pour tous, mais en termes d'image et de référence, comme je le dis souvent, c'est le ballon d'or des entrepreneurs. Donc allons-y. Justement, vous avez cité des femmes. Et je trouve ça intéressant. Quelle est la proportion de femmes aujourd'hui qui font partie des déterminés? Aujourd'hui, on a plus de 60% de femmes chez les déterminés. Pour nous, c'est un chiffre important, et c'est important qui me tient à cœur de valoriser. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit que dans les chiffres, c'est que 25% des femmes qui entreprennent, nous, on a aussi une mission à un moment donné de rendre cet écosystème beaucoup plus paritaire et d'avoir beaucoup plus de femmes qui entreprennent. Et en plus, elles entreprennent naturellement sur des projets ambitieux. C'est pas des projets de l'entrepreneuriat précaire qu'on parle, non, c'est des projets ambitieux qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de l'impact. Et c'est ça qu'on veut. Et nous, naturellement, chez les déterminés, les femmes ont toute leur place parce que elles entreprennent. On les regarde pas en tant que femmes. Nous, comme on regarde pas les gens en fonction de leur milieu social, on les regarde en fonction du projet, de ce qu'ils veulent faire, et comme entrepreneurs. Et c'est ça qu'ils demandent, c'est qu'on les regarde comme des entrepreneurs comme les autres. Pas plus, pas moins, quoi. Vous avez un taux de réussite à la sortie des programmes qui doit être aux alentours de 70%. Qu'est-ce qui manque pour les 30% restants? Ce qui manque pour moi, c'est les moyens financiers, parce qu'on accompagne beaucoup plus de monde. Donc comme on accompagne beaucoup plus de monde, il faut beaucoup plus de personnes pour pouvoir prendre en charge les personnes qu'on accompagne. Mais au-delà de ça, c'est les moyens humains, c'est l'accompagnement, c'est les réseaux, c'est trouver des mentors pour chaque entrepreneur. Et je pense qu'on peut arriver encore à ce taux. Moi, je vise les 90% dans les 2 ans qui arrivent. Parce qu'on a la méthode, on a le savoir-faire. Maintenant, on a l'expérience. On sait là où on doit s'améliorer, là on doit aller encore plus à fond pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et qu'est-ce qui nous manque pour les atteindre? Donc on est en constance évolution, remise en question des programmes. En plus, on reprend beaucoup de feedback des gens qui sont rentrés pour améliorer nos méthodes. Et du coup, voilà, moi je pense qu'on peut y arriver. On est parti d'une feuille blanche il y a quelques années. Aujourd'hui, on arrive avec un programme complet qui fait partie. Moi, je pense que même les entrepreneurs qui reviennent chez nous et qui sont passés dans d'autres programmes nous disent non, chez les déterminés, c'est pas moi qui le dis. Déjà, ils recommandent tous le programme, 100% de recommandations. Et derrière, ils nous disent que non, ce qui est fait chez les déterminés, c'est incroyable. Vous avez inventé une méthode qui nous fait se dépasser et qui nous apporte vraiment des vrais outils et que vous nous prenez en charge. Et ça, quand j'entends ça, moi, ça me pousse à améliorer, pas de rester sur notre zone de confort et dans nos lauriers en disant que c'est bien ce qu'on fait. Non, il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on arrive à se remettre en question et de faire en sorte que ce qu'on fait, ça soit utile. Si c'est pour faire du chiffre et de la com, on peut faire ça.
je peux dire, demain, allez, on a accompagné 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Mais dans quel état et avec quels moyens je les aurais accompagnés? Donc nous, on veut être dans la précision, dans la qualité de l'accompagnement, quitte à ça prendre du temps et que ça ne soit pas des gros chiffres. Mais en réalité, à la fin, ils ont commencé, à l'arrivée, ils ont réussi leur projet. Et même s'ils n'ont pas réussi, ils sont allés au bout. Et finalement, ils retournent à l'emploi. Donc 15% des cas, ils retournent à l'emploi avec un autre état d'esprit. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le projet. On est dans l'économie, mais on reste aussi dans l'humain. Parce que l'idée, c'est de faire réussir des hommes et des femmes. Et ce n'est pas de les laisser au bord de la route, une fois que la formation est terminée. Merci beaucoup, Moussa Camara, fondateur des Déterminés. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. On poursuit cette émission avec Frédéric Grimaud, PDG du groupe Grimaud, qui est avec nous en visioconférence. Groupe Grimaud, donc ETI familial, basé dans le Maine-et-Loire, présente dans 50 pays à peu près à travers le monde, spécialiste entre autres de la génétique animale et notamment de la volaille. Bonjour, d'abord je voulais faire un point avec vous sur la grippe aviaire, parce qu'on en a énormément parlé. Et il se trouve que la semaine dernière, le gouvernement a fait passer l'ensemble du territoire français de risque modéré à risque négligeable. Donc, j'en déduis fort logiquement que le gros de l'épizootie est derrière nous. Mais moi, je voulais savoir où on en est exactement aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Alors, le gros de l'épizootie est derrière nous, mais de l'épizootie du printemps 2022. Et en réalité, il y a un effet saisonnier qui est très fort autour de la grippe aviaire. Et c'est généralement quelque chose qui se déclenche en période hivernale. Donc là, on sort de cette période. Aujourd'hui, il fait très chaud. Tout ça, c'est excellent contre la grippe aviaire. Et donc, on va passer quelques mois qui vont être un peu tranquilles, là, tout de suite. Mais ça ne nous prémunit pas d'une autre épizootie à l'hiver prochain. Et ce qui est terrible, en fait, dans cette situation de la grippe aviaire, c'est que en fait, on est dans une catastrophe annoncée. Ça fait des années que le truc passe un peu en boucle d'une façon régionale, ici ou là. En France, c'était beaucoup dans le sud-ouest, mais dans le monde aussi, de part et d'autre. Et on se disait en France, sur le Grand Ouest, qui est la région principale productrice de volailles, où on a des bonnes pratiques, ça va le faire. Ben non, mais ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Et là, ça a eu pour conséquence de devoir faire un dépeuplement massif. Hein. Il y a eu des millions de volailles qui ont été détruites, des éleveurs qui sont arrêtés, des entreprises qui sont arrêtées. Il y a des entreprises de l'aval du métier, des entreprises de transformation de volailles. Il y a des unités et même des entreprises qui sont arrêtées pendant 5 mois et qui mettent les gens en arrêt de travail longue durée. Et nous-mêmes, dans notre activité, nous, on est en amont de la filière, c'est-à-dire qu'on fournit des animaux reproducteurs ou des canetons d'un jour, par exemple. Il y a toute une partie de cette activité qui est au ralenti extrême, puisqu'on a dû abattre des cheptels de reproducteurs et on a un niveau d'activité très bas pour le moment. Alors, ça va repartir, parce que je ne veux pas perdre votre question. Ça va repartir. La filière commence à repeupler tout doucement. Tout ça est très contrôlé et il y a des règles, des bonnes règles, donc tout est bien de ce point de vue-là. Sauf qu'on n'a pas la solution préventive. Et pour ce qui nous concerne, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on milite pour une vaccination systématique, prophylactique, donc c'est de la prévention, la vaccination. Les gens sont maintenant assez familiers de ça quand on parle du Covid et tout ça. Ben pour les animaux, c'est pareil. À un moment donné, on vaccine pour stimuler l'immunité, protéger contre le risque de contamination. Et aujourd'hui, malheureusement, aucun vaccin n'est approuvé encore pour déployer une vaccination massive. On fait quelques essais, hein, la filière fait quelques essais, mais ça nous met dans une position qui reste précaire encore pour les prochains mois, parce que rien ne nous dit qu'à l'automne et à l'hiver, on va croiser les doigts, on ne retombe pas dans ce marasme. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, pas de souci. On va revenir sur la question du vaccin qui m'intéresse, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression que les épisodes s'enchaînent. Cette année, ça a été particulièrement fort, je crois, pour reprendre les chiffres, qu'on a eu 14 000 foyers détectés en 6 mois et 16 millions de volailles abattues. Comment est-ce qu'on explique que plus ça va et pire c'est ? C'est le problème des maladies infectieuses.
Je vais faire un parallèle qui n'est pas forcément super approprié, mais c'est pas grave. Maintenant, on a tellement entendu parler de Covid et on a compris ce qu'est une maladie infectieuse quand un virus se diffuse. Donc, à un moment donné, vous avez des mutations virales qui fait que vous pouvez avoir des types de virus qui deviennent plus virulents, donc plus dangereux, et liés à des effets de concentration. Donc, quand on parlait de Covid, c'était pour les humains. Hein. On parle des villes, on parle des aéroports, où il y avait des points de rencontre très importants. C'est pas non plus très différent à la campagne, hein, qu'on soit clair, mais pour les volailles, il y a des élevages rationnels qui sont organisés sur le territoire, et c'est des grands nombres d'animaux qui sont élevés chaque année. Et là, les circonstances ont été telles qu'il y a eu conjonction entre un variant nouveau du virus, des conditions météo particulières, et puis absence de prophylaxie. Ça ne veut pas dire absence de précautions, hein, qu'on ne se méprenne pas. Moi, je n'oppose pas les précautions sanitaires, les bonnes pratiques à la prophylaxie, et l'un ne se substitue pas à l'autre. L'idée, c'est de travailler les deux. Donc en fait, ces circonstances se sont rejointes et ça a généré cette épisodie incroyable. Mais la France n'est pas la seule touchée. Hein. En Amérique du Nord également, ce sont des dizaines de millions de volailles qui ont été abattues et ne sont pas complètement encore sorties de l'auberge, si je peux parler comme ça. Justement, vous évoquez les bonnes pratiques. Les normes sanitaires aujourd'hui des élevages, je connais un petit peu le secteur, sont quand même assez drastiques. Est-ce que vous regrettez par exemple que les particuliers qui ont des poules, pour faire simple, au fond de leur jardin, ne soient pas soumis aux mêmes normes? Est-ce que ça, c'est un facteur d'accélération de la transmission? Je ne suis pas sûr que ce soit très significatif, pour tout vous dire. Ça a un impact parce que ça peut être une cause déclarative. Okay, en disant une analyse positive sur une basse-cour de famille. Bon, ok, d'accord. C'est ballot, mais non, c'est pas là que ça explose à proprement parler. Il y a des cas comme ça sporadiques. Non, ce qui fait qu'à un moment donné, les choses explosent, c'est quand on est sur des grands élevages. Et c'est ici que la question de la vaccination se pose, parce que c'est là qu'il faut protéger massivement. Encore une fois, et parce que je ne veux pas opposer, d'abord, ce serait idiot, mais encore une fois, c'est pas l'un contre l'autre. Il faudrait probablement peut-être améliorer les conditions de basse-cour, mais c'est pas ça la véritable cause du problème. Elle vient pas de là. En fait, la cause réelle, ce sont les animaux, les oiseaux migrateurs. Hein, vous avez des migrations annuelles nord-sud qui vont de l'hiver vers l'été et vice-versa, puis ensuite sud-nord. Et lors de ces migrations qui vont de l'Europe du Nord vers l'Afrique et puis de l'Afrique vers l'Europe du Nord, il y a plein d'oiseaux qui passent. Et ces oiseaux qui passent, qui sont porteurs de virus, et pas nécessairement malades d'ailleurs, hein, c'est aussi ça la subtilité, vont lâcher des bombes. Vous savez, quand ils se posent, quand il va y avoir des fientes, ils vont lâcher des bombes sur les élevages. Et puis à ce moment-là, à la faveur des grands nombres, il peut y avoir une explosion virale. Et là, probablement une des causes du printemps, enfin de la fin d'hiver dernier, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques grandes tempêtes. Et d'après les scientifiques, il semblerait que l'une des raisons soit sur des migrations sud-nord, où les animaux, les oiseaux ont été rabattus vers les terres, se sont posés à l'ouest de la France et paf, le truc a explosé. C'est peut-être vrai. Justement, c'est donc l'Ouest qui a été particulièrement touché cette année. Et vous le disiez tout à l'heure, hein, les Pays de la Loire et la Bretagne, c'est à peu près 60% de la production de volailles française. La Vendée, c'est le plus grand nombre d'élevages reproducteurs. Est-ce que ça veut dire que les poussins abattus menacent aujourd'hui le potentiel avenir de toute cette filière ? C'est une super bonne question, parce qu'il y a effectivement deux étages sur les filières de production animale. Vous avez l'étage de l'éleveur, celui qui va élever les poussins pour pouvoir ensuite faire des poulets ou des canards si ce sont des canetons qui vont être ensuite transformés et qu'on va retrouver dans les magasins. Bon, là on est sur des cycles relativement courts, de quelques semaines. Mais où le bas blesse, c'est que si on est un étage au-dessus, à l'étage de la reproduction, et donc de la production des poussins ou des canetons d'un jour, ce qui nous concerne nous directement, on a été contraint d'abattre un très grand nombre d'animaux, hein, de nos cheptels reproducteurs, soit parce que
Ils ont été eux-mêmes contaminés, malgré toutes les précautions qui sont prises, comme quoi le virus est extrêmement dangereux pour les animaux aussi, ou qu'on a été contraint de le faire parce qu'on était sur une zone où il n'était pas raisonnable de garder les animaux vivants. Donc il y a eu un abattage massif d'animaux, et là, par contre, on n'est pas sur des cycles de quelques semaines, on est sur des cycles beaucoup plus longs, puisque pour redémarrer de la production de canetons ou de poussins d'un jour, il faut avoir des reproducteurs en place, donc il faut les élever. Et le temps d'élevage entre un reproducteur d'un jour et un reproducteur d'adulte, je fais court, c'est 4 à 6 mois, suivant de quoi on parle. Et puis ensuite, il faut incuber les œufs, il faut produire des animaux d'un jour, et vous allez ensuite monter en puissance. Hein, et ça veut dire qu'entre le moment où vous décidez de redémarrer et le moment où la production arrive de nouveau massivement, il se passe pas moins d'une année. Ça veut dire que les effets de ce qui se passe actuellement ou de ce qui s'est passé, mais bon, on n'en est pas sorti encore complètement, vont se faire ressentir au minimum jusqu'à la fin de l'année 2023, avec un niveau de production qui va être plus faible que celui qui était attendu. Qu'en est-il de la filière pintade? Parce que je crois que sur la pintade en particulier, il y a 90% de la génétique mondiale qui vient de la région Pays de la Loire. Oui, alors on est le seul sélectionneur de pintade. Donc, alors, par chance, on n'a pas été touché sur la pintade et la génétique, parce que là, on est remonté au 3e étage, au-dessus des animaux. On a parlé des animaux qu'on élève pour la viande, il y a les animaux reproducteurs, ceux qui produisent ces poussins, mais vous avez au-dessus des lignées pures qui sont sélectionnées génétiquement. Quand on parle de sélection génétique, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, on ne manipule pas les jeunes. C'est des croisements successifs sur des animaux dont on mesure les performances, et puis on va garder les champions, les meilleurs, suivant les critères recherchés, pour créer la génération suivante. Donc, effectivement, en Pays de la Loire, nous sommes les seuls à faire de la sélection de pintade. Si on prend la partie palmipède, nous ne sommes en tout et pour tout en France que 2 opérateurs en sélection génétique palmipède. Et il y a eu au niveau des lignées pures un certain nombre de dégâts. Alors je dirais pour ce qui nous concerne, on n'en a pas eu. C'est-à-dire que les animaux ont été protégés, sanctuarisés sur des centres un peu isolés et puis excentrés de la zone principale de contamination. Donc on va pouvoir redémarrer. On n'a pas perdu le potentiel génétique. Mais nonobstant le fait qu'on n'ait pas perdu le potentiel génétique, il faut remettre en place des animaux reproducteurs. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça nous reprojette jusqu'à fin 2023. Vous travaillez étroitement avec les éleveurs. Dans quel état sont-ils aujourd'hui? Parce qu'au-delà des difficultés financières, ce n'est pas forcément évident de devoir abattre un cheptel. Bon, ça a été insupportable pour tout le monde. Alors, on va dire pour les éleveurs en premier, parce que alors il y en a qui ont subi des mortalités drastiques et rapides sur des lots qui ont été touchés par le virus. Donc ça, c'est un choc. Mais il y en a qui ont été contraints d'abattre les animaux aussi. Donc vous imaginez le choc aussi que ça génère. Et pour ce qui nous concerne, nous, sur la partie multiplication, comme je disais tout à l'heure, on a dû abattre des dizaines de milliers de reproducteurs. Et ce sont nos coéquipiers, nos collègues de travail qui avaient fait tout le boulot pour élever les animaux en bonne santé et commencer à produire des œufs à couver, puis ensuite les incuber pour faire des animaux d'un jour, auxquels on a demandé, écoutez, maintenant, votre job, c'est plus le même, là, il va falloir que vous éliminiez les animaux dans les bâtiments. Je ne vous cache pas que psychologiquement, individuellement, d'une part, et moralement, collectivement, c'est pas une partie de plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, il faut avoir cette faculté de se reprojeter et de dire, bon, ok, on est dans une situation exceptionnelle, on va passer à travers, et puis on va réinventer un avenir un peu différent en travaillant. Alors, est-ce qu'on va changer nos pratiques? La réponse est probablement pas vraiment, en fait, puisque les pratiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même, il y a de très bonnes pratiques, il y a des vides sanitaires qui sont respectés, des protections sanitaires, les gens prennent des douches, etc., etc. Donc ça ne va pas vraiment changer.
Ce qui va être différent, c'est qu'on va répartir plus largement sur le territoire en France les animaux reproducteurs pour être, en cas de contamination, pas impactés massivement. Vous parliez de la Vendée tout à l'heure. Si on avait tout en Vendée, ce serait juste impossible. Pour ce qui nous concerne, on a sur une dizaine de départements, en fait, dans le Grand Ouest, des animaux. Et donc, on essaie de s'éloigner des zones de production les plus intensives pour pouvoir protéger et sanctuariser ces animaux-là qui sont à l'origine des productions animales. Si le maillon à couvage n'existe plus, il n'y a juste plus de production animale. Vous êtes, vous le disiez tout à l'heure, favorable à un vaccin contre la grippe aviaire. Votre groupe est aussi présent d'ailleurs sur le secteur de la biopharmacie, à la fois humaine et animale. Est-ce que quand même le fait d'avoir un vaccin contre la grippe aviaire sur nos animaux en France risquerait pas de priver notre pays de son statut de pays indemne dans le cas où on a d'autres pays qui ferment des frontières? Ouais, c'est la bonne question. Et quand je vous dis ça, il n'y a rien de personnel, c'est la tarte à la crème. Parce que, effectivement, c'est vrai. D'un point de vue réglementaire, la France, comme d'autres pays, pour garder son statut d'exportateur de volailles, que ce soit sous forme de viande d'animaux transformés ou sous forme de génétique, et on est les principaux concernés parce qu'on exporte beaucoup, devait assurer son statut indemne de grippe aviaire. Et effectivement, lorsqu'on vaccine, les animaux produisent des anticorps, et lorsqu'ils sont donc protégés contre les virus pathogènes, mais à ce moment-là, quand vous faites une analyse sanguine sur ces animaux, une PCR, maintenant tout le monde a compris de quoi il s'agissait, on fait une analyse sanguine et on voit qu'il y a des anticorps. Et donc, il est difficile de ségréguer les anticorps qui sont issus de la vaccination, donc qui ne sont pas des anticorps dus à une contamination par un virus sauvage, des anticorps vaccinaux. Alors, c'était vrai avant, mais maintenant, des technologies permettent de distinguer ces anticorps. Mais au-delà de ça, donc là, on pouvait régler, potentiellement, si on l'avait vraiment voulu, depuis déjà quelques années, on aurait pu anticiper. Ça n'a pas été fait pour les raisons que vous venez de rappeler, parce que un certain nombre de professionnels disaient « Ouais, mais si on vaccine, on perd le statut indemne. » Moi, je dis depuis 10 ans déjà, je dis écoutez, de toute façon, on n'y coupera pas. À un moment donné, la pression virale va être telle qu'il va falloir vacciner si on veut juste se protéger de cette maladie infectieuse, comme tant d'autres maladies infectieuses, que ce soit humaines ou animales. Donc arrêtons de nous masquer la vue, de dire qu'on va réussir à passer entre les gouttes, que c'est juste des petits moments désagréables. À un moment donné, on n'aura pas le choix. Donc, ma proposition a été de dire, mais je n'ai pas été entendu du tout, c'était de dire, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, au moment où la grippe aviaire est déclarée sur un pays comme la France, on perd le statut d'exportateur et pendant de longs mois. Donc, au moment où on le perd, tant pis, changeons le paradigme, développons un programme de vaccination avec des bonnes pratiques, on va l'expliquer. Ce programme de vaccination, d'ailleurs, la vaccination n'est pas interdite par l'OIE, l'Organisme international des épizooties. Donc, on n'a pas une interdiction de régulation. C'est plus les pays tiers qui disent « Ouais, mais comme vous vaccinez, on n'est pas sûr que vous soyez indemne. » OK, on aurait été négocié pays par pays. Et comme en termes d'exportation, on n'est pas si nombreux finalement dans le monde à être exportateurs de génétique ou exportateurs de volailles, bon, si on fait le tour des pays majeurs qui sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hollande, pour ce qui concerne la génétique, ensuite les États-Unis et le Canada, donc on parle de 5-6 pays, je suis convaincu que le premier qui aurait engagé la manœuvre aurait été suivi par les autres. J'en suis totalement convaincu. Parce que finalement, on allait vers des meilleures pratiques avec une baisse significative du risque pour tout le monde. C'est-à-dire pas simplement pour nous, pour l'ensemble des filières dans le monde entier. Donc ça avait beaucoup de sens. Alors on va y aller maintenant, on va y aller un peu de force. Actuellement, il y a des tests qui sont faits sur des vaccins à toute petite échelle, qui fait que malheureusement, on ne sera pas prêt pour des programmes de vaccination massifs à la saison prochaine, l'hiver prochain, malheureusement. Mais on va être optimiste. On va se dire que pour 2023, ce sera le cas. Et puis on voit que maintenant, c'est promu et c'est soutenu par l'ensemble des opérateurs de la filière, alors que ce n'était pas forcément le cas précédemment, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et puis on voit qu'au niveau européen, ça bouge également, et que l'Amérique du Nord étant significativement impactée, également se pose la question.
Il y a un exemple qui est très intéressant, qui va parler au monde agricole, qui est l'exemple de la fièvre afteuse pour les bovins dans les années 70. C'était le même paradigme, exactement le même paradigme. Il ne fallait pas vacciner les bovins parce qu'on perdait le statut indemne et qu'à ce moment-là, on n'était plus en mesure de faire du commerce international. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus eu le choix. Et à l'époque, il a fallu à Charles Mialieu des années, c'est eux qui ont été les promoteurs de la vaccination, des années pour se faire entendre. Et bien là, pour ce qui concerne Navola, il aura fallu aussi des années, et on va y arriver. Mais je pense que vraiment, le drame aurait pu être évité. C'est comme ça. Merci beaucoup Frédéric Grimaud, PDG du groupe Grimaud. Merci d'avoir été avec nous. Et on termine cette émission avec un acteur de l'hôtellerie, mais pas n'importe quelle hôtellerie. Aziz Temimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Maison Mère. Alors, c'est un hôtel 4 étoiles dans le 9e arrondissement de Paris. Et en fait, je vous ai fait venir parce que vous avez ouvert et repositionné cet établissement en septembre dernier. Et le parti pris est assez intéressant parce que jusque dans le nom, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre quand on passe les portes de Maison Mère, si j'ai bien compris. Déjà, pourquoi ce nom d'hôtel Maison Mère, ça ne fait pas forcément penser à un hôtel? C'est vrai qu'il n'y a pas hôtel dans le nom. Maison Mère, pour plusieurs raisons différentes. La première, c'est que nous, on veut repenser l'hôtellerie. On veut casser les codes de l'hôtellerie traditionnelle avec le desk d'un côté, le client de l'autre. Ouais. Et il y a maison et maman. Quoi de mieux pour véhiculer notre première valeur, qui est la bienveillance et l'authenticité. Maison Mère aussi parce que on est la maison des belles maisons et la maison mère du 9e arrondissement. On est un point d'ancrage et on rayonne sur le quartier, on fait rentrer le quartier dans l'hôtel. Comment vous le faites rentrer dans l'hôtel, ce quartier? Parce que justement, vous jouez beaucoup sur la proximité, donc j'imagine que vous voulez créer des liens à la fois avec les habitants autour, mais aussi, pourquoi pas, avec les artisans, les commerçants. Comment est-ce que vous faites entrer cette proximité-là? Nous, on est convaincus qu'en tant que voyageurs, aujourd'hui, on cherche de l'authenticité et on cherche une expérience. On est convaincus qu'en tant qu'hôtel 4 étoiles, si on veut prospérer face à la concurrence collaborative, Airbnb et tout ça, il faut aller chercher à déclencher des émotions, à créer des souvenirs. Et pour y arriver, on veut offrir une expérience, plus qu'une fonction, c'est-à-dire une nuit de sommeil. Et l'expérience qu'on veut offrir, c'est l'expérience authentique parisienne. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de Parisiens qui fréquentent notre lieu de vie. On est un hôtel, mais pas seulement. Et comment attirer ces Parisiens? Comment arriver à créer cette connexion avec le quartier en offrant ce que les gens viennent chercher? C'est-à-dire, si on rentre chez Maison Mère le matin, on tombe sur un cours de hip-hop yoga. En plein après-midi, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent coworker, qui viennent travailler chez nous. On facture 0 €, ils passent leur journée à travailler. Le soir, on a des concerts de jazz. On a un super restaurant et bar à cocktail dans un hôtel et pas un restaurant d'hôtel. Donc voilà, on offre des services à vocation des Parisiens pour que les Parisiens croisent les voyageurs et créent des étincelles. Mais comment ça peut être rentable quand vous facturez 0 € le coworking? Quel est l'intérêt? Vous savez, j'ai un de mes clients qui vient tous les jours, il m'a dit « Je suis très gêné, tu me factures rien ». À la fin, je lui ai dit « Écoutez, monsieur, le matin, vous arrivez, vous prenez votre petit déjeuner parisien. À midi, vous prenez votre dorade et l'après-midi, un cappuccino. » D'accord. Et au-delà du chiffre d'affaires, beaucoup ne sont pas rentables. Nous, ce qu'on veut, c'est quand on fait un check-in, un couple de Japonais qui fait un check-in va avoir 2 start-upers derrière la réception qui se lancent la balle et qui se disent « Waouh, ça, c'est Paris ». Moi, je crois en la synergie d'expérience. La présence de Parisiens va augmenter l'expérience du voyageur en se disant « Je ne suis pas là pour voir les bateaux-mouches, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Je suis là pour vivre la vie d'Amélie Poulain, d'Emily in Paris, la vraie vie parisienne. » Et c'est pas artificiel? C'est pas artificiel, au contraire. C'est l'authenticité, une de nos premières valeurs. On n'a pas des figurants qui arrivent avec leur béret et leur baguette. Ouais, c'est le risque après. Non, on a des voisins qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle par leur nom, par leur prénom, des habitués qui viennent ici. On a les artisans d'en face qui viennent prendre leur café après déjeuner. Et au final, c'est un lieu qui est fréquenté par 2 cibles différentes. Et chaque cible apporte de la valeur à l'autre cible. Mais j'ai lu qu'on pouvait repartir avec la déco de l'hôtel, c'est vrai? Ouais. Tout à fait. C'est quoi cette idée? On est une galerie d'art et on est une espèce de galerie d'art éphémère. En fait, tous les 6 mois, on va aller chercher des artisans, des artistes voisins. Donc, c'est non seulement les déco d'hôtel est non seulement made in France, mais made in Paris. Et pour la plupart, made in Paris 9e. Donc, la déco change tous les 6 mois avec des jeunes qu'on met en avant sur nos médias et dans l'hôtel. Et donc, on peut venir pour coworker, finir avec un petit concert de jazz et repartir avec le bibelot qui vous plaît. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez vraiment une approche très globale. Et votre façon de parler du lieu de vie me fait penser à un discours que j'entends
régulièrement, mais pas habituellement dans votre secteur, mais dans le secteur du retail et du commerce. Bon, c'est pas deux mondes qui sont très éloignés, mais j'avais pas encore eu cette proximité à ce point dans les deux mondes. Ça se traduit aussi sur votre façon de faire du commerce sur le digital. Ouais. C'est vrai, c'est deux mondes qui se rapprochent au final. On a des produits, du service, des humains. Aujourd'hui, faut savoir que on devient un multi-outlet. Pourtant, notre métier, c'est l'hébergement, et l'hébergement est déjà assez complexe pour justifier du personnel. Et là, vous allez me dire, oui, mais vous rajoutez ça, ça, ça. C'est ça. Comment vous faites? Moi, je suis convaincu que l'humain est le centre de notre métier, et pourtant, on complexifie les opérations. Donc, qu'est-ce que je fais? Je digitalise tant que je peux et je automatise le plus de process possible pour vendre en ligne. Par exemple, aujourd'hui, on hyper-personnalise l'accueil de nos clients. Quand on vient chez Maison Mère, on est reconnu parce qu'on a une armée d'outils aidés avec des jeunes qui travaillent pour faire des recherches. On sait qui est-ce que vous êtes, on sait qu'est-ce que vous aimez, on connaît votre température de confort et votre fleur préférée. Et on vous accueille avec ça dans votre chambre. Et les outils permettent de faire des recherches automatiquement pour que mon personnel se concentre sur le centre, c'est-à-dire vous, le client. Mais quand même, je me dis... C'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Vous devez avoir des équipes qui sont extrêmement bien formées. On est dans un moment en plus où recruter dans l'hôtellerie, c'est pas facile. Comment est-ce que vous arrivez à avoir cette petite armée dont vous venez me parler ? C'est le cœur de mon travail au jour le jour, trouver les bonnes personnes, les motiver et insuffler ma vision. Moi, ça a été très difficile de m'arrêter à 70-80% de ma vision et de dire maintenant, c'est à toi et fais-en ton bébé. On recrute pas uniquement dans l'hôtellerie. Notre directrice marketing vient du monde des médias. Mon assistante vient d'une école de commerce. On a des personnels qui viennent du monde de la finance. Moi, personnellement, j'ai eu une start-up en e-commerce avant. J'ai fait du conseil en stratégie. Et je suis convaincu qu'on peut élever l'hôtellerie en manageant différemment, en donnant une importance plus importante au personnel, en valorisant plus les gens et en y apportant les best practices d'industrie qui sont un peu plus sophistiquées en termes de management. Et c'est ce qu'on fait chez Maison Mère en diversifiant les profils et en enablant les gens, en leur donnant des responsabilités. Vous parlez beaucoup d'humains et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et j'ai vu d'ailleurs que vous poussez le truc assez loin parce que sur votre site internet, j'ai découvert que vous essayez d'animer les communautés, en fait, y compris de faire rencontrer des voyageurs qui ne se connaissent pas et d'essayer de créer une sorte d'émulation. Quel est votre intérêt, vous, de faire ça? C'est de créer une sorte de fidélisation du client? Alors, notre intérêt est double. Le premier, c'est d'insuffler l'esprit à la maison. C'est ce que je répète tout le temps à nos équipes. L'immobilier, c'est 1/3 du produit. Le 2e tiers du produit, c'est l'équipe. Le 3e tiers, c'est les clients eux-mêmes. L'idée, c'est que la maison vive. On imagine Maison Mère comme une grande maison d'hôtes qui reçoit ses amis et ses amis interagissent entre eux et ça fait partie de la communauté. On appelle la MM Family, c'est-à-dire notre club de clients les plus fidèles. Et l'idée, c'est d'enrichir avec de l'humain et de colorer cette maison. Le 2e intérêt, c'est de créer une marque. Maison Mère veut exister hors de ses murs. Et on y est un petit peu déjà. Notre site web génère 25 000 visites uniques, 100 000 visites uniques par mois, 25 000 par semaine, ce qui est comparable à un petit média. D'accord, oui, c'est plutôt pas mal, oui. Donc aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est que Maison Mère existe dans la tête des gens avant même d'avoir un projet de voyage à Paris, parce qu'on aime les valeurs, parce qu'on aime la vision de Paris, et le jour où on a un projet de visite à Paris, on est top of mind. Mais ça me paraît... du coup, très compliqué à reproduire ailleurs. C'est-à-dire que vous allez vous cantonner à cet hôtel parisien parce que dupliquer ça dans d'autres pays ou dans d'autres villes, c'est extrêmement compliqué. Pas tant que ça. C'est le projet, pour tout vous dire. Aujourd'hui, ce Maison Mère, c'est un hôtel familial qui est dans la famille depuis 20 ans. Mais c'est le pilote de Maison Mère. Ce n'est pas le premier, le dernier. On réfléchit déjà à l'expansion. Et l'idée, de la même manière que d'autres groupes le font, je ne sais pas si on peut les citer. Allez-y. Le Hoxton, par exemple, même à Shelter, vont s'ouvrir dans différentes localisations. Le Hoxton le fait très bien, c'est-à-dire que chaque maison mère aura son ancrage quartier, aura son identité propre et va juste prendre les valeurs et les grandes lignes directrices de qui on est. On est une maison d'amis, on casse les codes de l'hôtellerie, on est ancré dans notre quartier. Maison Mère Lisbonne n'aura pas la même ambiance, la même décoration que Maison Mère Paris ou Maison Mère Lyon.
L'idée, quand même, c'est de faire cohabiter les touristes étrangers avec la population locale du quartier. Aujourd'hui, ça vous semble une voie de sortie indispensable pour l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de miser sur la clientèle étrangère. Il faut aussi faire partie d'un écosystème et faire en sorte que les gens du quartier se l'approprient aussi ce lieu. Ce n'est pas possible de faire juste un hôtel pour des clients étrangers. J'en suis convaincu. J'en suis persuadé aujourd'hui, quand on va dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, on cherche une expérience et on cherche à vivre la vie des locaux. C'est ce qui a lancé Airbnb. Et il ne délivre plus cette promesse aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'hébergement, le retail, l'immobilier, court terme, long terme, tout ça va fusionner. Et nous, on pense en fait on délivre un style de vie plus que délivrer un lit au bon prix, au bon endroit. Et aujourd'hui, l'hôtelier, je pense, doit comprendre ça et doit comprendre qu'il doit être un acteur du retail, un acteur d'entertainment, un acteur d'hébergement et avoir une marque et des valeurs derrière lesquelles leurs clients vont se ranger. Et sinon, je pense qu'il faut changer de métier. Merci pour cette conclusion. Aziz Temimi, fondateur de Maison Mère, merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis, lundi, petite rediffusion du côté de Stéphane Soumier. Donc, pas de podcast à attendre lundi, mais vous le retrouvez bien sûr mardi. Passez un excellent week-end sur Bismart.